L'ancienne demeure du leader de Queen, Freddie Mercury, est à vendre à Londres. Construite en 1907, la propriété de Kensington comprend un bar et une bibliothèque. Lorsque Freddie Mercury est décédé en 1991, le monde entier a pleuré la perte de l'une des voix les plus électrisantes du rock. Mais alors que des millions de personnes pleuraient le leader de Queen qu'ils avaient adoré sur son scène, son cercle d'amis le plus proche était confronté à quelque chose de bien plus intime et bouleversant. Ce qu'il a laissé derrière lui dans sa maison londonienne, Garden Lodge, caché derrière de hausses murs de briques à Kensington, n'était pas seulement l'endroit où Freddie vivait, c'était son sanctuaire, son monde privé. Et lorsque les portes se sont finalement ouvertes après sa mort, les choses découvertes à l'intérieur ont complètement stupéfié même ceux qui le connaissaient le mieux. De Zanzibar à la célébrité, bien avant que le monde ne le connaisse sous le nom de Freddie Mercury, il est né Far Bulsara le 5 septembre 1946 à Stone Town, à Zanzibar, à l'époque où l'île était encore sous domination britannique. Ses parents, Bowie et Jahir, appartenaient à la communauté parsée de l'ouest de l'Inde, traçant leurs racines jusqu'à la ville de Bulsar, aujourd'hui connue sous le nom de Valsad dans le Gujarat. Ils pratiquaient le zoroastrisme, emportant leur tradition avec eux, alors même que la vie les entraînait à travers les continents. Les Bulsara avaient déménagé à Zanzibar pour le travail. Bowie était caissier au bureau colonial britannique, mais leur vie de famille a rapidement été modifiée par l'arrivée des bizarreries et des dons de leur fils. Freddie est né avec 4 incisives supplémentaires, un détail que la plupart auraient pu considérer comme étrange, mais pour lui, c'était l'arme secrète derrière cette tessiture vocale impossible. C'était comme si la nature elle-même avait remodelé sa bouche pour la musique. Bien que Zanzibar ait été sa maison, la plupart de l'enfance de Freddie s'est déroulée en Inde. À 7 ans, il apprenait déjà le piano tout en vivant avec des parents. Un an plus tard, il a été envoyé à St. Peter's, un internat de style britannique près de Bombay. C'est là qu'il a commencé à s'épanouir. Le jour, il collectionnait les timbres, un intérêt qu'il avait hérité de son père et l'une des rares possessions personnelles lui appartenant qui se trouve aujourd'hui au musée postal de Londres. Mais la nuit, son monde appartenait au rock and roll. À 12 ans, il a réuni un groupe scolaire appelé The Hectics, reprenant des reprises d'Elvis, Cliff Richard et Little Richard avec une audace qui le distinguait. Des amis de cette époque se souviennent qu'il avait une capacité presque étrange à entendre une chanson à la radio et à la rejouer instantanément au piano. C'est également à St. Peter's que Farid Bulsara a commencé à s'appeler Freddie. Le nom est resté, la musique s'est approfondie et en 1963, il était de retour à Zanzibar avec ses parents, mais l'île était une poudrière et le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. En 1964, la révolution de Zanzibar a éclaté, un violent soulèvement contre le gouvernement du sultan dirigé par les Arabes. Des milliers d'Arabes et d'Indiens ont été massacrés et les Bulsara n'ont eu d'autre choix que de fuir. Leur fuite les a conduits en Angleterre, dans l'étendue grise de Feltham, dans le Middlesex, à des mondes de distance des côtes tropicales de l'enfance de Freddie. Ils ont d'abord séjourné à Hamilton Close, ont brièvement déménagé à Hamilton Road et se sont finalement installés dans une modeste maison sur Gladstone Avenue. L'Angleterre est devenue le véritable tournant. Freddie a d'abord étudié l'art à l'Isleworth Polytechnic, puis à l'Ealing Art College, où il a obtenu un diplôme en design graphique en 1969. Ces mêmes compétences en design l'aideraient plus tard à esquisser le Queen Crest, aujourd'hui emblématique. Mais à cette époque, la survie passait par des petits boulots et des combines. Il a travaillé comme bagagiste à l'aéroport de Heathrow, trimballant des valises tout en portant en silence des rêves bien plus lourds que tout ce qu'il y avait dans ses sacs. Il vendait des foulards vintage et des vêtements édouardiens d'occasion avec un nouvel ami, le batteur Roger Taylor. Pour Taylor, Freddie n'était pas encore le chanteur que le monde connaîtrait un jour, c'était juste mon pote fou, le type qui savait toujours où était le plaisir. Derrière la flamboyance qui commençait à apparaître, Freddie était également considéré par d'autres comme timide et discret, quelqu'un qui absorbait plus la musique que la conversation. Mais une fois qu'il montait sur son scène, la différence était frappante.
En 1969, il a dirigé Ibex, rebaptisé plus tard Wreckage, un groupe basé à Liverpool, qui s'inspirait fortement du blues inspiré par Hendrix. Il a même vécu pendant un certain temps au-dessus d'un pub sur Penny Lane, s'imprégnant de la culture musicale de Liverpool de l'intérieur. Lorsque Wreckage s'est essoufflé, il a réessayé avec un autre groupe, Sour Milk Sea. Mais au début de 1970, celui-ci aussi s'était dissous. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à une série d'échecs. Pour Freddie, c'était une répétition. Chaque mouvement, chaque groupe et chaque moment de rejet l'affûtait pour la scène où il finirait par prendre la place qui lui revenait, l'ascension d'une légende du rock. En 1970, Freddie Mercury n'était plus seulement l'étudiant timide en art qui vendait des foulards au marché de Kensington. Ce printemps-là, il a uni ses forces au batteur Roger Taylor et au guitariste Brian May, devenant le leader de leur groupe, Smile. Un an plus tard, le bassiste John Deacon a complété la formation et le groupe qui allait bientôt conquérir le monde était né. Mais Freddie n'était pas prêt à se contenter d'un nom ordinaire. Alors que les autres hésitaient, il a insisté pour Queen. Pour lui, le mot était audacieux, autoritaire et, oui, délibérément provocateur. Il a expliqué un jour que cela sonnait royal et splendide, fort et universel, et bien qu'il soit parfaitement conscient des connotations kitsch, cela ne faisait qu'ajouter à l'attrait. À cette époque, il a légalement abandonné Bulsara et est officiellement devenu Mercury, une identité qui correspondait à son destin hors du commun. Avant même que la musique n'explose, il façonnait l'identité du groupe. Juste avant leur premier album, Freddie a conçu le Queen Crest, un blason fantastique qui fusionnait les signes astrologiques du groupe. Des lions pour Deacon et Taylor, un crabe pour May et deux fées pour lui-même, le Vierge. Une couronne brillait à l'intérieur de la queue géante. Le tout s'élevant sous les ailes d'un phénix ardent. Il avait l'air presque royal, un symbole parfait pour un groupe qui régnerait sur les sens comme des monarques du rock. La voix parlée naturelle de Freddie se situait dans le registre baryton, mais son chant s'est hissé dans le territoire du ténor, donnant à Queen un avantage vocal que peu de groupes pouvaient égaler. Et en matière d'écriture de chansons, il était agité, audacieux et impossible à cerner. Ses empreintes digitales sont partout sur les plus grands succès de Queen. Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love, Don't Stop Me Now et plus encore. Chacune d'elles sonnait comme si elle venait d'un monde différent. Parce que Freddie détestait la répétition, il a admis qu'il s'épanouissait dans le changement, puisant son inspiration dans tout ce qui attirait son attention dans la musique, le cinéma ou le théâtre. Certaines de ses chansons étaient des labyrinthes de changements de tonalité et de structures scientes sauvages comme Bohemian Rhapsody ou les pistes ambitieuses de Queen 2. D'autres, comme Crazy Little Thing Called Love, ont été réduites à une poignée d'accords. Ce qui les rendait extraordinaires, c'était l'équilibre. Freddie pouvait être à la fois complexe et enjoué, dramatique et léger, mais toujours magnétique. Et bien qu'il ait souvent confessé qu'il savait à peine lire la musique, il composait tout par instinct, s'asseyant au piano et laissant les idées jaillir. Bien sûr, ce n'étaient pas seulement les disques qui le définissaient, c'était la scène. Freddie Mercury vivait pour la performance en direct, qu'il s'agisse d'un théâtre ou d'un stade. Il le commandait avec une théâtralité qui était à la fois taquine, choquante et purement charmante. Ceux qui l'ont regardé savaient qu'il voyait quelque chose de singulier. David Bowie a fait remarquer un jour que Freddie ne s'était pas contenté de rejoindre les rangs des artistes de rock théâtral. Il a poussé les choses à l'extrême. Brian May a dit que Freddie avait une façon d'atteindre même la dernière personne au fond de la tribune la plus éloignée, attirant chaque âme dans le lieu dans son orbite. Le point culminant de ce pouvoir est survenu le 13 juillet 1985 lors du Live Aid. En seulement 20 minutes, Queen a volé la vedette au stade de Wembley. Freddie, vêtu d'un jean et d'un débardeur blanc, a fait applaudir 72 000 personnes à l'unisson et sa note a cappella soutenue est devenue connue sous le nom de note entendue dans le monde entier. Des années plus tard, les critiques l'ont qualifié de la plus grande performance live de l'histoire du rock. Pour ceux qui étaient nés, qui étaient là, c'était plus qu'un concert, c'était un moment de transcendance.
Son dernier salut avec Queen a eu lieu à Knebworth Park en août 1986. Près de 200 000 fans ont regardé Freddie conclure avec God Save the Queen, drapé dans une robe royale et tenant une couronne dorée en l'air. Une semaine auparavant, il avait discrètement dit à Brian May qu'il ne ferait probablement pas cela beaucoup plus longtemps. Le rideau tombait, mais pas avant qu'il n'ait gravé son image en tant que showman unique en son genre. Sur scène, il était le feu. En dehors de la scène, il restait un mélange de contradictions. Un virtuose du piano qui a progressivement abandonné l'instrument parce qu'il voulait la liberté de se pavaner sur scène. Un auteur-compositeur capable de créer des harmonies oporatiques complexes un jour et de composer un air rockabilly à 3 accords le lendemain. Il a même pris une guitare pour des titres comme Crazy Little Thing Called Love, prouvant qu'avec Freddie Mercury, il n'y avait pas de limite, seulement des réinventions. Mais tout aussi imprévisible que sa musique était sa vie privée, la personnalité excentrique et la vie amoureuse de Freddie. Il était connu pour ses liaisons amoureuses avec des hommes, mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que Freddie Mercury a également eu une série de romances avec des femmes, des actrices, des mannequins, voire des noms connus. Pour un homme qui vivait sous les feux de la rampe les plus brillants du rock, il a en quelque sorte réussi à garder une grande partie de son monde privé scellé. Ceux qui le connaissaient disaient souvent la même chose, il y avait de nombreux aspects à Freddie. Sur scène, il était plus grand que nature, un paon en paillettes et en cuir, commandant des arènes comme un dieu. En dehors de la scène, il pouvait être timide, insaisissable et presque sur la défensive. Mais lorsque la nuit tombait, il vivait comme si le temps lui-même le poursuivait. Il vivait vite, fort et sans peur. À son apogée, Queen organisait des fêtes si folles qu'elles sont devenues légendaires. Aucune n'est plus tristement célèbre que le jazz album Bash, en 1978 à l'hôtel Fairmont de la Nouvelle-Orléans. Imaginez ça, des serveurs nus équilibrant des plateaux, des lutteurs mis à nu dans une baignoire et des nains se promenant avec des plateaux d'argent de cocaïne attachés à leur tête. Il y avait même un artiste qui mordait la tête de poulets vivants. L'excès de rock'n'roll avait un visage ce soir-là et il portait une moustache. C'était un monde bien éloigné de l'enfance stricte de Freddie en Inde et de la vie tranquille à Londres qu'il a entamée à l'âge de 8 ans seulement. Mais une fois qu'il a goûté à la gloire, la modération n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Même lorsque le VIH a commencé à s'insinuer dans sa vie, il a refusé de ralentir. Quelques mois après son diagnostic, il a transformé son 41e anniversaire en l'une des nuits les plus folles d'Ibiza. 700 invités, 350 bouteilles de champagne et des feux d'artifice si colossaux qu'ils ont illuminé le ciel jusqu'à Morca. Au matin, la facture comprenait le coût de 232 verres cassés. Au milieu des années 80, Freddie avait atteint un tel sommet de gloire que même la royauté voulait en être. Son amitié avec la princesse Diana était un secret de polichinelle dans les cercles restreints. Un soir, il l'a déguisée avec une veste, un chapeau et des lunettes de soleil et l'a emmenée au Royal Vauxhall Tavern de Londres, un club gay où elle s'est finalement soustraite au regard du monde, ne serait-ce que pour quelques heures. Il a également été attiré par d'autres icônes comme Michael Jackson. Ils ont essayé d'enregistrer ensemble en 1983, mais des bizarreries se sont mises en travers de leur chemin. Freddie s'est plaint au téléphone qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer à travailler avec un léma dans le studio. Inversement, Jackson a un jour interrompu une session après avoir surpris Freddie en train de sniffer de la coke à travers un billet de $100. Leur chimie s'est évanouie, ne laissant que des histoires. Alors que le monde spéculait sans cesse à ce sujet, Freddie en parlait rarement, pas même à ses parents. Certains croyaient qu'il avait déjà confessé sa vérité à travers Bohemian Rhapsody, cachant ses luttes personnelles dans ses paroles cryptiques. Mais dans son monde privé, les femmes étaient toujours profondément tissées dans son histoire. Le grand amour de sa jeunesse était Mary Austin. Il l'a rencontrée en 1969 alors qu'elle travaillait dans la boutique de mode Chic Biba. Freddie avait 24 ans, était fauché et vendait des vêtements sur un étal de marché avec le batteur Roger Taylor. Mary avait 19 ans, était terre-à-terre, travailleuse et stable. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre rapidement,
emménageant dans un petit appartement où pendant des années, Mary a payé les factures, tandis que Freddie poursuivait un rêve que personne d'autre ne pouvait encore voir. Lorsque la gloire est finalement arrivée, Freddie a fait sa demande en mariage. Mary se souvient avoir été trop choquée pour même comprendre ce qui se passait, mais les fiançailles se sont effondrées lorsqu'il a admis son attirance pour les hommes. Mary se souvient lui avoir dit catégoriquement qu'il ne l'était pas du tout, il était gay. Cette conversation a mis fin à leur romance, mais pas à leur lien. Elle est restée proche, a travaillé pour sa direction, l'a accompagnée en tournée et l'a soutenue jusqu'à son dernier souffle. Freddie l'appelait sa femme de droit commun et lui a légué son manoir de Kensington Garden Lodge et la moitié de sa fortune. Elle est devenue la gardienne de ses cendres, un secret qu'elle garde encore aujourd'hui. Plus tard, il y a eu Barbara Valentine, l'actrice autrichienne flamboyante qui a égalé l'énergie de Freddie avec son propre feu. Pendant ses années à Munich, il est également tombé profondément amoureux de Winfried Winnie Kirchberger, un tourneur de restaurant allemand, qui lui a donné une alliance qu'il portait fièrement. Mais c'est Jim Houghton, un coiffeur irlandais, qui est devenu son véritable partenaire de vie. Freddie l'appelait son mari, a porté l'alliance en or que Jim lui avait donnée jusqu'au jour de sa mort et a construit une maison avec lui en Irlande. Jim a été à ses côtés pendant les 7 dernières années, à travers la maladie et le déclin, jusqu'à la fin. En dehors de l'amour, les obsessions de Freddie brûlaient tout aussi fort. Ses chats étaient pratiquement ses enfants, à tel point qu'il téléphonait à la maison pendant ses tournées juste pour que quelqu'un tienne le récepteur contre leurs oreilles poilues. Sa préférée, Delilah, a même eu une chanson à son nom. Sa maison de Kensington regorgeait d'art japonais et d'antiquités, des trésors qu'il collectionnait avec la même passion qu'il mettait dans la musique en studio. Cette passion explosait souvent en affrontements enflammés. Il a un jour plaisanté en disant que Queen se disputait l'air même qu'il respirait, mais cette friction était l'ingrédient secret des chefs d'œuvre qui font encore vibrer les stades aujourd'hui. À la fin, le sida avait dépouillé son corps de sa force, mais jamais de son esprit. Freddie n'a confirmé publiquement sa maladie que la veille de sa mort en 1991. Il est décédé le lendemain, à l'âge de 45 ans, laissant le monde stupéfait. Il était impossible de le résumer, trop grand, trop contradictoire, trop vivant. Mais peut-être que son camarade de groupe Brian May l'a fait le mieux. Freddie Mercury, un amoureux de la vie et un chanteur de chansons. La vie de Freddie était un brasier de contradictions inexplicablement tendre à un moment donné, explosivement féroce l'instant d'après. Mais pour tout l'amour qu'il a déversé dans ses chats, son art et sa musique, toutes les relations dans sa vie n'étaient pas fondées sur la dévotion. Certaines venaient avec des conditions et une, en particulier, laisserait des cicatrices plus profondes que la plupart. La loyauté à vendre. La trahison de Paul Printer. Au milieu des années 1970, Freddie Mercury était déjà en bonne voie de devenir l'une des forces les plus magnétiques du rock. Mais derrière le rideau, un homme du nom de Paul Printer s'est discrètement immiscé dans sa vie et allait façonner, compliquer et finalement trahir Freddie d'une manière qui fait encore débat aujourd'hui. On croit généralement que Mercury a rencontré Printer pour la première fois en 1975 dans un bar. 2 ans plus tard, Printer est officiellement devenu son manager et bientôt des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les 2 hommes partageaient plus qu'une simple relation de travail. Certains ont affirmé qu'ils étaient amants, bien que les frères de Printer aient nié cela plus tard, insistant sur le fait que ce n'était rien de plus qu'une rumeur. Pendant un certain temps, les choses ont semblé bonnes. Les 5 premières années de leur partenariat ont été considérées comme stables, voire positives. Mais en 1982, des fissures ont commencé à apparaître. Queen a sorti Hot Space, un album imprégné d'influences funk et disco, un virage à gauche brutal par rapport à leurs hymnes rock habituels. Alors que Freddie se penchait sur le son expérimental, Brian May et Roger Taylor l'ont détesté et ils ont blâmé Printer d'avoir poussé Mercury dans cette direction. L'album a sous-performé, les tensions se sont intensifiées et le lien de Printer avec le reste du groupe s'est effiloché presque au-delà de toute réparation. Pourtant, Freddie l'a gardé près de lui pendant plusieurs années encore. Printer est resté employé par Mercury même si l'atmosphère entre lui et le groupe devenait de plus en plus lourde.
Mais la loyauté a ses limites, et lorsque leur relation a finalement pris fin, les retombées ont été explosives. En 1987, Printer a vendu une sorte d'histoire dommageable au Sun. Dans celle-ci, il a révélé publiquement que Mercury était homosexuel et a exposé sa relation avec Jim Hutton. C'était une trahison qui a choqué les proches de Freddie. Selon son frère Ray, l'amertume de Paul venait d'avoir été mis de côté à un moment où il luttait lui-même contre le VIH-Sida. Ray a expliqué que Paul avait travaillé pour Mercury pendant des années et s'était senti abandonné avec peu de choses que a montré ses paroles brossées. Le portrait d'un homme qui se sentait trahi, blessé et désespéré. Ray a révélé que Paul, ayant besoin d'argent pour son traitement, s'était tourné vers les journaux parce qu'il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Cette trahison a laissé une tache sur l'héritage de Printer. Et pour les fans de Freddie Mercury, c'est devenu l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du chanteur. Ce chapitre avec Printer a laissé des cicatrices non seulement sur l'image publique de Freddie, mais aussi sur la fragile confiance qu'il accordait à ceux qui l'entouraient. Après ce genre de trahison, son cercle s'est rétréci, sa garde s'est élevée et son besoin d'intimité est devenu encore plus absolu. C'est pourquoi, alors que sa santé commençait à décliner, seuls quelques privilégiés entreverraient la vérité sur ce qu'il endurait. L'appel de rideau final. Freddie Mercury a vécu sa vie comme personne d'autre, fort, flamboyant et original sans s'excuser. Sur scène, il était la définition même du spectacle. Drapé dans des tenues scintillantes, commandant des arènes avec des voix qui pouvaient faire trembler les cieux. Pourtant, derrière toute cette couleur et ce feu, Freddie a construit un monde privé qui était férocement protégé. Très peu de gens étaient autorisés à passer derrière ces hauts murs et encore moins connaissaient la vérité sur ce qui lui arrivait vraiment dans les dernières années de sa vie. Au moment où le 24 novembre 1991 est arrivé, le monde avait perdu l'une de ses plus grandes voix. Ce qui a stupéfié tant de gens, ce n'était pas seulement le fait que Freddie Mercury était mort, c'était à quel point personne en dehors de son cercle le plus proche n'avait vraiment su. La dernière fois que les fans l'ont aperçu sur scène avec ses camarades de groupe de Queen, c'était aux Brit Awards en 1990. Après cela, Freddie a commencé à se retirer, se glissant davantage dans l'ombre de Garden Lodge, son sanctuaire de Kensington. À l'intérieur, il n'était en compagnie que de ceux en qui il avait le plus confiance, son assistant, Peter Freestone, son partenaire, Jim Hutton, et son ami de toujours, Mary Austin. Les autres membres de Queen n'étaient pas aveugles à la vérité. Ils pouvaient voir que leurs camarades de groupe étaient malades, mais Freddie n'a jamais invité à parler de sa santé. Des rumeurs circulaient depuis des années. Des tabloïds comme The Sun ont publié des articles affirmant qu'il avait été testé positif au VIH dès 1986. Pourtant, rien n'a jamais été confirmé. Et dans le plus pur style Freddie, il est resté maître de l'histoire jusqu'à la toute fin. Ce n'est que le 23 novembre 1991, un jour avant sa mort, que le monde l'a finalement entendu de lui. Son publiciste, Roxy a publié une déclaration que Freddie avait rédigée sur son lit de mort. Il a révélé qu'il avait été testé positif au VIH et qu'il vivait avec le sida. Freddie a expliqué qu'il avait choisi de garder cela caché pour protéger la vie privée de ses proches. Mais maintenant, le moment était venu pour ses fans de connaître la vérité. Il a exhorté tout le monde à se tenir à ses côtés, ses médecins et le monde entier dans la lutte contre la maladie. 24 heures plus tard, Freddie Mercury était parti. Il n'avait que 45 ans. Ces mots ont compté non seulement à cause de qui il était, mais aussi à cause du moment où il a choisi de parler. Au début des années 1990, le sida était une ombre terrifiante. Il n'y avait pas de remède et la stigmatisation suivait toute personne qui y était associée. Pour Freddie, revendiquer publiquement sa vérité face à cette peur n'était pas seulement choquant, c'était un défi. Les membres survivants de Queen ont admis plus tard qu'ils savaient que Freddie était malade, mais ils ne l'ont jamais poussé à s'exprimer à ce sujet. Brian s'est souvenu qu'ils n'ont jamais discuté de ce qui n'allait pas, comme si c'était un accord tacite. Freddie leur a dit qu'il ne pouvait pas faire de tournée et c'est tout ce qu'il était prêt à partager. Au fil du temps, il est devenu clair ce qui se passait réellement. Mais personne ne l'a dit à voix haute. Ce n'est qu'à un dîner à Montreux en 1989 que Freddie a exposé la situation à son cercle intime. La confirmation a été un choc, même s'il s'en doutait déjà.
Brian a réfléchi sur la façon dont Freddy craignait qu'une fois la vérité révélée, sa vie ne se transforme en cirque. Il ne voulait pas de sympathie et il ne voulait pas être présenté comme une victime. Ce qu'il voulait jusqu'à ses derniers jours, c'était continuer à faire de la musique. Les affaires, comme d'habitude, comme il l'a dit, jusqu'à la toute fin. Pendant tout ce temps, Jim Hutton est resté à ses côtés. Les deux hommes s'étaient rencontrés dans une discothèque en 1985. Et ce qui avait commencé comme une étincelle s'est transformé en un amour stable qui a duré jusqu'au dernier souffle de Freddy. À Garden Lodge, les deux hommes partageaient une vie privée loin des regards suivis du public, portant même des alliances pour montrer leur engagement. Jim a expliqué plus tard que leur relation était la leur et qu'elle n'était pas destinée à être disséquée par le monde entier. Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury a fait sa dernière révérence à Garden Lodge. Son corps a succombé à une pneumonie bronchique causée par des complications liées au sida. Près de 2 décennies plus tard, en 2010, Jim Hutton a suivi après une longue lutte contre le cancer du poumon, décédant à l'âge de 60 ans. Freddie a peut-être vécu sa vie constamment surveillée par le public, mais il a choisi de mourir selon ses propres termes. Et dans ces derniers jours, il a prouvé une fois de plus que même dépouillé de paillettes, de lumière et de foules rugissantes, il savait encore comment faire la révérence finale. Ce qu'ils ont trouvé dans la maison londonienne de Freddie Mercury a choqué ses amis les plus proches. Lorsque Freddie Mercury est décédé en 1991 à l'intérieur de son bien-aimé Garden Lodge, le monde a pleuré l'homme. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, à l'intérieur de ses hauts murs à Kensington, était quelque chose d'entièrement différent. Une maison qui ressemblait moins à des briques et du mortier qu'à une extension de son âme. Pendant 30 ans, elle est restée intacte, une capsule temporelle de l'excentricité, du goût et du génie de Freddie. Et lorsque les gens ont finalement eu un aperçu de ce qui s'y trouvait, cela les a stupéfiés autant que l'homme lui-même l'avait fait autrefois. Freddie a acheté la maison en 1980 au sommet de la gloire de Queen, dépensant un demi-million de livres pour ce qui allait devenir son sanctuaire au 1 Logan Place, une maison de style géorgien qui est rapidement devenue connue parmi ses amis sous le nom de Garden Lodge. C'était plus qu'une simple adresse. Derrière la désormais célèbre porte verte, Freddie a construit une retraite qui reflétait chacune de ses contradictions. Ornée mais intime, bruyante mais paisible. L'éclat victorien se mêlant harmonieusement au calme japonais. Mary Austin, l'ancienne fiancée et confidente la plus proche de Freddie, s'est souvenue du moment où ils ont franchi cette porte verte pour la première fois. Pour elle, la maison a instantanément donné l'impression d'être un lieu de paix, une véritable maison d'artistes. Et pourtant, la flamboyance de Freddie était partout. Nulle part plus que dans son vestiaire à miroir où il lasserait ses baskets blanches, perfectionnerait cette moustache et se transformerait en la force imparable qui a conquis les scènes du monde entier. Dépassez la porte et vous étiez accueillis par des murs jaune safran audacieux et chauds, une couleur que Freddie adorait. Ce n'était pas aléatoire. Elle rayonnait du même éclat qu'il portait sur scène. Le salon à 2 étages, avec sa hauteur vertigineuse, abritait son piano, celui-là même où Bohemian Rhapsody est né. À l'étage, à travers ce vestiaire à miroir, se trouvait sa chambre, où le showman trouvait enfin le repos. Pendant des décennies, Mary a conservé la maison exactement comme Freddie l'avait laissée, comme s'il pouvait revenir à tout moment, s'asseoir à son piano et recommencer à composer. Les jardins étaient tout aussi extraordinaires. Freddie a personnellement supervisé leur création, les concevant dans un style japonais. Les magnolias fleurissaient en rose tendre. Des jeux d'eau étaient à l'arrière-plan et des taupières sculptées donnaient à tout l'espace un calme d'un autre monde. À Kensington, un endroit où l'espace extérieur est presque mythique, Freddie avait sculpté son propre Éden, son studio de musique donnait sur le jardin, tout comme le bar où il recevait ses amis les plus proches. On peut presque l'imaginer là, une robe enroulée autour de ses épaules, un verre à la main, regardant les fleurs s'épanouir tandis que les paroles et les mélodies se formaient dans son esprit. Mais Garden Lodge n'était pas seulement un lieu de vie, c'est devenu un coffre-fort des trésors de Freddie. Lorsque Mary a finalement choisi de se séparer de la maison, elle a d'abord vendu plus de 1500 de ses biens par l'intermédiaire de Sabès, faisant don du produit à des associations caritatives de lutte contre le sida.
Parmi les articles figurait l'inoubliable réplique de la couronne de Saint-Édouard et la robe de velours qu'il portait lors de la tournée Magic de Queen en 1986. Freddie s'était glissé dans les deux avec un sourire, un clin d'œil ironique à son titre de roi du rock autoproclamé. Ces images, les bras grands ouverts, la couronne étincelante sous les projecteurs de la sienne, restent parmi les plus emblématiques de sa carrière. Les fans ont pu entrevoir encore plus des paroles manuscrites de chansons qui ont défini une époque, des costumes de scène flamboyants et les objets mêmes qui avaient rempli Garden Lodge pendant des décennies. L'objet le plus stupéfiant, cependant, était peut-être la porte verte du jardin elle-même. Recouverte d'années d'hommages de fans, de notes d'amour, de remerciements et de confessions griffonnées par des inconnus qui avaient l'impression de le connaître. Lorsqu'elle a été mise aux enchères, elle a rapporté la somme incroyable de 412 750 €, soit presque le prix que Freddie avait payé pour la maison entière en 1980. En 2024, lorsque la maison a finalement été mise en vente, sa valeur avait grimpé à plus de 30 millions. Mary a admis que la maison avait été une joie à vivre, regorgeant de souvenirs de rire, de musique et de paix tranquille. Elle espérait que quiconque franchirait la porte verte ensuite ressentirait ce qu'elle et Freddie avaient ressenti, que ce n'était pas seulement une maison, mais un sanctuaire pour la créativité et l'amour. Garden Lodge n'a pas été conçue pour s'effacer discrètement dans l'histoire. Elle a été construite, aménagée et habitée avec la même rapacité qui a défini Freddie Mercury lui-même. Comme sa musique, elle était audacieuse, tendre et intemporelle. Et tout comme l'homme, elle continuera d'attirer les gens pendant des décennies à venir. Un rappel éternel que la magie de Freddie n'était jamais seulement sur scène, elle vivait dans chaque espace qu'il touchait. Avez-vous déjà été fan de Queen ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.